et ceux restés au pays à travers des informations bien fouillées concernant tous les domaines de la vie du pays. Le magazine Humura Burundi est diffusé sur le web via le site de la RPA www.rpa.bi. Humura Burundi. À la présentation, Émile Nibasumba. Bonsoir fidèles auditeurs, les principaux titres de l'édition du 18 janvier 2021, c'est notamment cet assassinat d'un Imbonerakure de la province Rumongue la nuit dernière. Le présumé assassin, c'est son camarade de la même ligue des jeunes du parti au pouvoir. Et chaque commune du Burundi devrait être dotée d'un médecin et du matériel pour faire face à la Covid-19, la promesse qui n'est pas encore tenue. Les détails, c'est tout à l'heure. Et au cours de cette édition, nous allons également parler du projet de redresser l'ONATEL, un projet qui pourtant cache mal l'intention du gouvernement de la faire couler. À la mise en onde, il y a Fabrice Ndimurukundo et Steve Niungeko. Les détails, c'est tout de suite. Débutons par la page sécurité. Une personne du nom d'Adrien Sibomana, originaire de la colline Gatwe, zone Kizuka, en commune province Rumongue, est décédé dans la nuit de ce dimanche. Les informations recueillies auprès des habitants de cette colline indiquent que cet homme, qui était membre de la milice Imbonerakure, aurait succombé au coup lui infligé par son camarade prénommé Eric. Selon les mêmes sources, ces deux Imbonerakure se disputaient une prostituée. Eric, le présumé auteur de ce crime, serait déjà dans les mains de la police. Ces sources ajoutent que même la fille à l'origine des accrochages serait également recherchée pour des raisons d'enquête. Toujours en page sécurité, cette personne, dont un policier de la police nationale du Burundi, serait porté disparu après avoir été arrêté par le commissaire provincial de la police à Cibitoke. C'était le dimanche 10 janvier 2021. Facilité par ce policier, ces personnes tentaient de franchir le territoire congolais en passant par la rivière Rusizi. Les détails avec Onésime de Chimagize. Les personnes qui seraient portées disparues selon les témoignages de certains membres de leur famille sont Elias Kabura, Félix Narenguye alias Terama, Alexis Nduwimana, Jean Bosco Manalio, tous natifs de la colline Buheka en commune Nyanzarak, Prosper Ouidaharuka, natif de la commune et province Makamba, le prénommé Cyril de la zone Mosenyi en province Bubanza et le policier Jean-Claude Bimenyimana. Leurs proches indiquent qu'ils ont été arrêtés par le commissaire de police en province de Cibitoke le 10 janvier de cette année, lorsqu'ils tentaient de franchir la République démocratique du Congo en passant par la rivière Rusizi, facilité par le policier Jean-Claude Bimenyimana. Abo bana bageze para Cibitoke bambuka mu gihugu ca Congo. Arrivés en province Cibitoke, ces enfants ont sollicité l'aide du policier Jean-Claude Bimenyimana pour traverser la rivière Rusizi. Lorsqu'ils s'apprêtaient à franchir la RDC, ils ont été surpris et arrêtés par le commissaire provincial de police à Cibitoke. Depuis ce jour, on n'a aucune nouvelle d'eux. Ils ont été accusés d'appartenir aux groupes armés, mais nos enfants n'ont aucune relation avec les rebelles. Ils se rendaient en RDC à la recherche du travail. Les familles de ces personnes plaident pour les relâchements. Ils demandent au président de la République et aux organisations de défense des droits de l'homme de s'impliquer afin que leurs enfants soient libérés. À ce propos, la rédaction de la RPA n'a pas pu joindre Pierre Mouriquier, le porte-parole du ministère de la Sécurité publique. Pour clore la page sécurité, 2 personnes tuées, c'est le bilan de la semaine du 11 au 17 janvier. L'une des victimes est une femme du quartier Rubouye en commune province Ngozi. Elle a été tuée poignardée par son mari la nuit dernière. La deuxième victime est un certain Comme Niongabo. Ce dernier a été tué dans une opération menée conjointement par des éléments de la police et de l'armée. Retraité de l'ancienne armée gouvernementale ex-FAB, Comme Niongabo habitait la colline Gishiha, zone Maramvia de la commune Burambi. Nous sommes dans la province Rumongue. Il a été tué alors qu'il se trouvait chez lui. Sa tête avait été mise à prix par les autorités burundaises.
Vous suivez en direct ce magazine sur la page Facebook de la RPA Ijwi Giabanyagihugu. Vous nous suivez également sur notre compte Twitter. Tout de suite, nous parlons de la maladie à coronavirus 2019. Retrouvez les différentes productions de la RPA sur Facebook, YouTube, Twitter et sur www.rpa.bi. La maladie à coronavirus est signalée à l'université du Burundi, plus précisément dans le campus Mutanga. Selon nos sources, au moins 6 étudiants ont été testés positifs à la COVID-19. Consécutivement à cette présence du coronavirus, au moins 2 salles de classe ont été temporairement fermées. Toute une classe a également été obligée de se faire dépister. À propos de cette maladie à coronavirus, le prix de l'azithromycine prescrit par les médecins aux patients atteints de cette COVID-19 ces derniers jours à Mabanda a grimpé dans cette commune de la province Makamba. Les malades demandent au gouvernement d'interdire toute spéculation. Emmanuel Daishimi. Certains malades atteints de la COVID-19 dans la commune Mabanda indiquent que depuis la semaine dernière, ils ont du mal à trouver un médicament appelé azithromycine dans des structures sanitaires publiques. Ils sont obligés de le chercher dans les pharmacies privées. Or, depuis la semaine passée, les pharmaciens ont augmenté le prix de ce médicament. Il est passé de 3 birres à 6 francs. Certains pharmaciens ont même doublé le prix. Par exemple, si on t'exige de prendre une cure de 3 boîtes, tu es obligé de dépenser 15 000 francs burundais. Moi et mes 3 enfants sommes malades. Son montant pour les soins est énorme, alors que c'est un problème qui nous a surpris au moment où nous sommes dans une extrême pauvreté. On ne comprend pas pourquoi les pharmaciens spéculent sur ce médicament. Le médicament qui coûtait 3 000 francs s'achète actuellement 5 000 francs. Ces malades demandent au gouvernement de faire respecter le prix de son médicament. Nous avons tenté de joindre le gouverneur de Makamba, Françoise Ngozirazana, mais elle n'a pas décroché son téléphone. Puisque nous parlons de coronavirus, une trentaine de personnes ont enfin été autorisées à entrer dans le pays après avoir passé près d'une semaine dormant à la Belle Étoile dans la localité de Mugina, située à la frontière burundo-tanzanienne. Les autorités locales craignaient que ces Burundais qui venaient de la Tanzanie soient porteurs de la COVID-19. Reportage signé Éloge Divin Remèche. Nous venons de passer ici toute une semaine. Nous vous demandons d'alerter pour qu'on puisse quitter cet endroit. C'est l'une des personnes qui était bloquée sur la frontière Mugina-Manyovu. Cette frontière burundo-tanzanienne est située dans la commune Mabanda de la province Makamba. Ces personnes étaient composées de 8 enfants et 17 personnes adultes. Elles venaient de passer plus d'une semaine bloquées en zone tampon. Les caniveaux étaient devenus leur abri et les sachets devenus leur couverture contre le froid. Elles étaient venues de la Tanzanie. Ces Burundais ne sont pas des réfugiés. C'est le genre de personnes qui se rendent en Tanzanie pour des raisons de business et qui souvent reviennent au pays pour rendre visite à leur famille. Ces personnes auraient été bloquées par peur que certaines d'entre elles soient porteuses du coronavirus, mais elles n'avaient pas subi de tests de dépistage. Ce ne sont que des soupçons qui les auraient testés alors qu'ils étaient dans la zone neutre entre 2 pays, dans ce coin perdu. Pour pouvoir rentrer au Burundi, ces personnes ont dû alerter sur les réseaux sociaux. C'est aux environs de 11 heures de ce lundi qu'elles ont fini par avoir l'autorisation d'entrer au Burundi et ont été mises en quarantaine dans la localité de Musenyi. Sur la frontière où ces personnes étaient bloquées, elles mettaient quelque chose sous la dent grâce aux bienfaiteurs tanzaniens. Clôturons cette page santé avec cette information qui concerne certaines mesures annoncées par le ministère de la Santé publique pour lutter contre la propagation de la COVID-19, mais qui n'ont pas été mises en application. Parmi ces mesures, chaque commune devrait être dotée de médecins et de matériel pour faire face à la pandémie. Le point avec Walter Quizer.
Le ministre de la Santé publique avait fait savoir que chaque commune du pays allait avoir des médecins pour faire le test de coronavirus. C'était dans une conférence de presse animée durant les derniers mois de l'année 2020. Le ministre Tadende Ndikumana avait annoncé que des mesures majeures allaient être prises sur tout le territoire national dans le but de lutter contre la pandémie. Tadende Ndikumana garantissait à la population que personne n'allait plus quitter sa commune d'origine pour aller se faire dépister dans une autre commune. Nous demandons que chaque personne qui présente des symptômes de la COVID-19 se dépêche à l'hôpital proche pour se faire dépister. Et pour que cela soit possible, il faut qu'il y ait au niveau de chaque commune des médecins chargés de la lutte contre le coronavirus. Comme la lutte de cette pandémie se fait dans tout le pays, nous allons mettre à la disposition de chaque commune un médecin et un infirmier pour qu'ils fassent le dépistage de la COVID-19 et ensuite donner des médicaments aux patients, pourvu qu'aucun citoyen ne se déplacera plus vers une autre commune pour se faire dépister ou se faire soigner de la COVID-19. En plus de cela, le ministre avait promis qu'au niveau de chaque commune, le matériel de dépistage de la COVID-19 serait disponible. Nous allons également disponibiliser le matériel partout pour rendre facile l'opération de dépistage. Cela nous aidera non seulement à lutter contre la COVID-19, mais aussi contre la tuberculose. Le constat est qu'aujourd'hui, le parcours est encore long dans la mise en application de ces mesures car, jusqu'à présent, aucune promesse n'a été tenue. Je vous rappelle que vous pouvez également recevoir le magazine Humura Burundi en nous envoyant un message sur notre WhatsApp. C'est le plus 49 151 294 16 348. Une courte pause et nous parlons du projet du gouvernement censé redresser l'Office national de télécommunications. Humura Burundi. Le projet du gouvernement de redresser l'Onatel cache mal son intention de précipiter plutôt sa faillite. Aujourd'hui, nous revenons sur les agissements et stratégies mises en œuvre pour arriver à cette fin. Josiane Mouzanez. Le premier indicateur de la mauvaise foi du gouvernement réside même dans son forcing de demander un prêt bancaire auprès de l'Exim Bank, une banque chinoise. Le crédit en question était de 30 millions de dollars américains et était destiné à l'achat d'une centrale de production de l'Onamob. Ce marché fut donné gré à gré à l'entreprise Huawei, entreprise également chinoise, et ce toujours malgré les contestations du personnel de l'Onatel qui avait à maintes reprises dénoncé la qualité douteuse des équipements lui fournis par Huawei. Mais que ce soit les responsables de l'Onatel ou le gouvernement, ils ont continué à faire la sourde oreille et ont quand même octroyé le marché à la dite entreprise chinoise. Pourtant, selon les informations en possession de la RPA et confirmé par certains cadres de l'Onatel, les autres compagnies de téléphonie mobile se sont procuré la même centrale de production à 7 millions de dollars américains, ce qui fait que Huawei a majoré son prix à hauteur de plus de 400%, générant ainsi une augmentation des charges de manière artificielle. Pire encore, l'Onatel aurait dû commencer à utiliser la dite centrale depuis l'année 2019, mais près de 2 ans après, ce matériel si capital pour cette entreprise étatique n'a jamais foulé le sol burundais. Ce qui pousse certains à s'interroger sur comment le gouvernement a-t-il signé un contrat obligeant l'Onatel à payer mensuellement à l'Exim Bank 1,5 milliard de francs burundais au moment où, faute de matériel, il n'enregistre que 100 millions seulement d'entrées par mois. Le deuxième indicateur réside dans la lourdeur administrative sciemment instaurée, plaçant ainsi l'Onatel dans l'incompétitivité. En effet, selon un rapport que la RPA a pu se procurer, les dirigeants de l'Onatel ont alerté depuis longtemps sur la vétusté des centraux téléphoniques, dont l'âge moyen dépasse 18 ans, alors que l'espérance de vie des équipements diminue sans cesse et se situe en moyenne aux environs de 5 ans actuellement, ce qui fait que l'Onatel n'arrive plus à maintenir ce matériel usagé du fait que les pièces de rechange ne sont plus disponibles sur le marché. Et poursuit le même rapport, ces équipements en fin de vie font que le fournisseur ne veut plus signer un contrat de maintenance pour des équipements dépassés. Pire encore, le temps d'attente d'un quelconque déblocage de l'argent
destiné à remplacer le matériel en panne se situe entre 5 ou 6 mois, ce qui fait que l'Onatel se raye elle-même de la compétition à cause notamment de longues procédures des marchés publics, sans parler de sa technologie de la téléphonie mobile qui est obsolète et ne permet donc pas d'offrir à la clientèle des services à valeur ajoutée disponibles chez tous leurs concurrents. Ici, comprenez que, à l'heure où les autres envisagent d'entrer en 5G, l'Onatel en est toujours à 2G, ce qui diminue sensiblement leur clientèle, accentuant ainsi les pertes de l'Onatel, surtout qu'il continue à dépenser 2 milliards de francs burundais pour acheter du carburant servant à alimenter leurs pylônes. Dossier à suivre. Parlons à présent de ces chauffeurs des véhicules de transport opérant sur le tronçon Bujumbura-Rumongue-Nyanza-Lac qui déplorent le fait qu'ils travaillent à perte depuis une année à cause de la dégradation de la route. Ces chauffeurs indiquent qu'ils continuent pourtant de payer les taxes. Balthazar Mirour. De Bujumbura à Nyanza-Lac, c'est 129 km de route. On traverse en tout 6 communes pour arriver à destination. Les conducteurs de véhicules de transport en commun et ceux qui transportent les marchandises sur cette route nationale numéro 3 faut savoir qu'ils payent des taxes à l'entrée de chaque commune. Ce sont des barrières érigées par la commune. Un conducteur d'une simple voiture donne 1000 francs. Les chauffeurs de bus quater et gros véhicules donnent chacun 2000 francs. Actuellement, ces barrières sont à l'entrée de chaque commune. Ces chauffeurs indiquent qu'ils enregistrent un manque à gagner énorme. Cela perturbe la circulation car la route est en mauvais état. Nous les chauffeurs, nous ne sommes plus à mesure de faire 2 tours comme avant. Si tu te rends à Bujumbura, tu es obligé d'y passer la nuit et retourner le lendemain. De plus, les chauffeurs sont obligés de faire réparer sans cesse leurs véhicules à cause de l'état déplorable de cette route, signale-t-il. Si tu quittes Nyanza-Lac vers Bujumbura, tu dois te rendre dans un garage pour consulter un mécanicien. Et c'est le même processus quand tu quittes Bujumbura. Tu dois passer voir un mécanicien au niveau de Rumongue. Cette situation engendre des différends entre les chauffeurs et les propriétaires de véhicules. Ces derniers ne sont pas au courant du mauvais état de cette route et restent alors persuadés que les chauffeurs gardent plutôt l'argent qu'ils tirent de cette activité. Avant de clore cette édition, parlons de des églises et des confessions religieuses qui ont un rôle primordial dans la réconciliation et la gestion des mémoires. C'est la déclaration de Désiré Madjambéré, directeur pays de l'organisation TIA Fund. C'était à la sortie d'un atelier organisé à l'intention des religieux et la commission Vérité et Réconciliation CVR. C'était aujourd'hui. Désiré Madjambéré compte sur les églises pour réconcilier et penser les cœurs des Burundais. Le rôle des églises de confession religieuse est primordial. Premièrement, ce sont des hommes de Dieu qui doivent prêcher la bonne nouvelle. Elles ne peuvent pas prêcher la bonne nouvelle sans prêcher la vérité et la réconciliation. Alors, notre objectif, c'est que nous avons invité les leaders de confession religieuse pour que d'abord ils viennent apprendre ou être informés sur l'état des lieux de la commission de vérité et réconciliation et après voir comment les possibilités de travailler avec cette commission pour pouvoir entreprendre l'action de gestion des mémoires. Alors comme la Bible nous dit, l'Église ou les chrétiens sont le sel et la lumière du monde. C'est pour cela que nous exhortons les leaders religieux pour qu'ils puissent aller là d'où ils viennent, prêcher cette bonne nouvelle qui tend à gérer les traumatismes qui se trouvent au sein de la communauté. Alors, la CVR, la Commission Vérité et Réconciliation, parmi l'une de ces activités est d'exhumer les restes des personnes qui ont été tuées pendant les conflits qui se sont abattus sur le Burundi. Les leaders religieux, ils disent qu'ils sont responsables, les premiers responsables, même si la responsabilité incombe à la CVR. La CVR, après avoir exhumé, enterré ces restes humains, ils partent, mais ce sont les églises qui restent avec ces personnes traumatisées. Alors, ils ont la responsabilité d'apprendre comment aider ces personnes traumatisées
quitte à ce que les sages les techniques soient équipés sur la façon dont ils doivent gérer ces traumatismes. Alors, le message que je donne aux responsables des confessions religieuses, c'est qu'ils ne doivent pas croiser les bras, mais plutôt le travail de guérison des mémoires doit être parmi les priorités. Voilà, c'était Désiré Madjambere, directeur pays de Tiafand au Burundi. C'était ce matin. Et voilà, c'est par ici que nous mettons un point final au magazine Humura Burundi du 18 janvier 2021. Merci à Steve Niungeko et à Fabrice Ndimurukundo pour leur collaboration technique. Merci également à vous tous qui nous avez suivis. Émile Nibasumba, j'étais à la présentation. Passez une agréable soirée chez vous. Au revoir. C'était le magazine Humura Burundi. Un magazine comprend pour relier les Burundais en exil, et ce toujours au pays, à travers une information de qualité.